Jacques Attali et Alain Minc sont-ils les vrais présidents de la République? Macron est-il sous influence? Vous saurez tout avec l'un des plus grands avocats de la place de Paris, Maître Carlo Brusa. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. Allez, générique! Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On est là pour le remplacer parce que nous, on donne de l'info, contrairement à eux qui sont là entre amis essentiellement. Nous, on ouvre les plateaux et aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment très fier, mais vraiment très fier d'avoir le premier avocat, le seul avocat, je dirais même, oui, je le dis, le seul avocat de la crise sanitaire, notre ami Carlo Brusa. Je le connais depuis des années, j'en suis vraiment très content parce que c'est vraiment une amitié fidèle, parce que c'est quelqu'un de fidèle, notre Carlo. Salut Carlo, comment tu vas? Mec, ça va bien. En plus, ce que j'aime avec toi, c'est que tu parles de tout. Ah oui. Et sans politiquement correct. Ah, ça, surtout pas. Le politiquement correct, c'est ce qui tue. On n'est pas, on n'est pas sur des mainstream ici, on est sur Géopolitique Profonde. C'est ça, totalement. Donc, je suis très content que tu sois là et sache que les portes sont toujours ici ouvertes. Sinon, mon Carlo, on va parler politique, on va parler de Macron, on va parler de ceux qui le gouvernent, parce que Macron, il faut dire le chose, c'est une marionnette. Le mot marionnette n'est pas un mot parfaitement convenable, parce que marionnette, c'est quelqu'un qui est totalement manipulé par l'extérieur, et la marionnette en tant que telle n'a pas de cerveau, n'a pas d'autonomie. Le fonctionnement des cercles de pouvoir aujourd'hui font que les choix se portent sur des gens qui ont des cerveaux, qui doivent quand même agir avec une part d'indépendance. Quand on parle de contrôle du premier cercle ou d'autres cercles, on parle du système de sélection des personnes qui devront représenter les élites au sein des différents pouvoirs et au sein des différents États. Mais il faut aussi, les premiers cercles ou les cercles ne contrôlent pas tous les minutes les personnes qui sont mandatées pour exercer le pouvoir. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont un mandat, ce mandat parfois impose de la procuration et parfois c'est un mandat général. Et quand je dis cela, il est très important à comprendre parce que on n'arrive pas parfois à saisir pour quelle raison un tel va commettre une erreur monstrueuse. Ce fut le cas de Sarkozy. Ce fut le cas de Sarkozy avec Strauss-Kahn quand effectivement il a pris la décision de révéler ce qui se passait aux États-Unis parce que l'officier de l'Élysée avec le mec de la sécurité étaient des amis et des potes, et que malheureusement Alain Bauer n'y était pas à l'Élysée, et donc manque de contrôle d'Alain Bauer, et on donne l'ordre de communiquer, d'informer. Je prends cet exemple-là qui a grillé Sarkozy, parce que Sarkozy, il ne faut pas oublier que même s'il n'était pas, c'est quelqu'un qui était avocat, ne faisait pas partie de cette élite d'énarques, il n'en demeure pas moins qu'il était un bon mandataire. Et d'ailleurs, c'est celui qui, je rappellerai à tous, a contourné le vote du peuple français qui avait refusé à 54,8% d'approuver le traité, qui ensuite est devenu le traité de Lyon, qui a été ensuite approuvé par les Chambres réunies, effectivement, dans le cadre du manque de respect. On va en parler, cher Carlo, mais montrez là son livre là pour un lendemain sans liberté volée. Allez, montrez-le là un peu, la régie. Oh là là, mais ces jeunes là, ils veulent leur montrer. Je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs.
doivent boire des coups derrière. Bon, bref. Je vais présenter, avant le grand entretien ensemble, je vais présenter tous les intervenants qui sont autour de la table. Déjà 1100 personnes en 3 minutes, 1100 personnes. Merci à vous de votre fidélité. À ta droite, Stéphanie Reynaud, comédienne, journaliste, tribune libre. Indépendante et citoyenne. Absolument. Il faut être indépendant. Comment on est comédien et indépendant et journaliste? Comment on arrive à lier ces trois choses? Alors, on est comédien, mais pas dans le sérail, sinon c'est plus compliqué. Donc, il faut être un comédien libre avec ses propres projets. C'est des projets qu'on initie et qui font sens. Et effectivement, je gère à côté mon média qui me tient à cœur, autant que mes projets de comédienne. Donc, Tribune Libre, c'est un média indépendant que vous pouvez trouver sur YouTube et sur Odyssée en cas de censure. Tu fais donc tous les jours des interviews. La prochaine, tiens. Moins souvent que toi, mais la dernière, donc, c'était Patrick Pazin, éditeur Talma Studio, éditeur de Francis Lalanne. Qui édite d'ailleurs le nouveau livre de Rex 119. Ah ben très bien. C'est Talma, c'est Patrick Pazin, le livre que nous avons fait, Des mots pour soigner. Des mots pour soigner les mots Emmaüx, va sortir le 18 mars. C'est un recueil de plus de 100 textes que nous avons récupérés de la part de tous les adhérents pour fêter les 3 ans. Et c'est Patrick Pazin avec Talma qui fait un travail exceptionnel d'édition vraiment alternative, d'une édition libre. Et ça, c'est très important. Il faut aussi mettre en avant Stéphanie Reynaud, journaliste libre, comédienne libre, et aussi des Patrick Pazin, qui sont des éditeurs libres. Et là, en face de toi, on a notre ami Pascal Pouvreau, qui est aussi lanceur d'alerte, et qui a Vigimédia, qui est vraiment, pour le coup, un média aussi totalement libre. Je crois que ce samedi, vous allez manifester d'ailleurs. Tout à fait. En fait, Vigimédia, ce n'est pas directement un média. On est un collectif actuellement qui s'intéresse au rôle des médias en fait, dans la vie publique, sur le façonnage de l'opinion publique. Et en fait, depuis 2015, on fait des manifestations. Donc, on n'est pas seulement, on est des activistes, voire des artivistes, on pourrait dire. On va devant les grands médias, en fait, pour rappeler à ces grands médias qu'il faudrait qu'ils respectent un petit peu la charte de Munich, qu'il y ait plus de pluralisme d'opinion, en fait, qui soit déployé dans ces grands médias, parce que malheureusement, Monsieur Tout le Monde n'a pas le temps forcément de s'informer sur Internet. Je les invite quand même à aller voir les médias indépendants et notamment Géopolitique Profonde, parce que vous faites un super boulot. Mais Monsieur Tout le Monde n'est pas au courant, et donc ces grands médias ont un vrai rôle. Donc on vient les voir un peu pour les titiller. Alors j'ai déjà fait une manif avec vous, il y avait quand même pas mal de monde, et ce que j'ai remarqué, c'est que les journalistes de ces grands médias ne descendent pas vous voir, ils envoient seulement les vigiles. C'est quand même assez méprisant, quoi. Oui. Alors en fait, il y a deux types de médias. On va avoir les médias de type privé et de type public. C'est vrai que les médias de type public, ils nous appartiennent, parce que c'est quand même nous qui les finançons avec nos impôts. Et jamais, en fait, ils ont daigné venir discuter avec nous. C'est toujours assez difficile parce que je pense qu'ils ne se sentent vraiment pas à l'aise. Et arriver devant une foule, même si parfois on n'est pas très nombreux, ça leur fait peur et ils n'ont pas envie forcément de se confronter à ça. Pour les médias privés, on a quand même eu l'occasion de discuter avec différents responsables qui ont bien voulu descendre. Maintenant ils nous connaissent et ils ont peur et ils n'ont jamais voulu nous inviter finalement pour qu'on puisse porter ce message auprès du grand public. Je te remercie, cher Pascal. Donc du coup, je compte sur ton avis sur le pouvoir. Et à côté de toi, tu as notre ami Lucien Cerise qui a écrit un nouveau roman pour aujourd'hui. Il va être édité chez Max Milo, là, c'est bon? Ça va vite. Comment tu vas, cher Lucien? Très bien, merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Ça me fait plaisir d'être là. Donc tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, l'actualité de l'OMS. Ah. J'espère qu'il n'y a pas des trucs. C'est quoi l'activité de l'OMS, comme ça, en 2 mots? Là, ce sera dans ma chronique. Non, mais là, en fait, en ce moment, là, il y a une réunion, une semaine de consultation à l'OMS. On en parlera. C'était le teasing, en fait. D'accord, très bien. On tease les chroniques. Un vrai professionnel. Voilà. Merci. C'est intenable, le suspense. Dis-moi, cher Carlo, j'ai introduit avec Alain Menck et Jacques Attali. Alors, peut-être que tu es dans le secret des dieux, mais moi, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que ces 2 pontes de l'État qu'on connaît depuis 40 ans, qui ont parlé dans l'oreille de Mitterrand, de Jacques Chirac, de Sarko, de Hollande,
Comment ça se fait que Macron a réussi à être cornaqué par ces deux personnes? Macron, Comment tu l'expliques? l'explication, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je te rassure tout de suite, il n'en demeure pas moins que quelques petites informations, nous l'avons. Il y a quand même une chose très importante, parce qu'il faut revenir au mécanisme de sélection. On sait qu'aujourd'hui, on a compris que le vote en tant que tel n'est plus le gage de notre démocratie. Quand on pense au système majoritaire, qui fait que avec 20%, vous pouvez gouverner quand même un pays comme la France. Je dis 20% parce que si on prend le président, au premier tour, c'est autour de 20, 21, etc. Le dernier président avec une majorité, ce fut De Gaulle. Et après, quand il a considéré qu'il n'avait plus le soutien du peuple, avec le fameux référendum sur le Sénat, a quitté le pouvoir. Et à partir de là, la politique est terminée parce qu'il fallait surtout éviter qu'il y ait des vrais politiques qui puissent dominer le monde économique. Donc à partir de là, l'intervention des Rothschild, l'intervention de l'économie a été déterminante. Donc quand on parle de cercle, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas des gens comme le Ku Klux Klan avec des capuches sur la tête. Bien sûr. On parle vraiment d'un système de cercles qui sont des cercles du pouvoir où interagissent différentes forces. Et l'exemple typique, c'est pour ça qu'il y a une sorte d'angoisse quand on pense à la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie est ce système qui a su, depuis, parlons même de l'Ancien Régime, parce que la franc-maçonnerie n'est pas née avec la Révolution, elle a fait partie intégrante du système, elle a participé, je dirais même, elle a mené quasiment la Révolution française, parce que on parlait des avocats, mais on parle des juges. Une composante de la Révolution a été effectivement la fronde des juges, avec la non-homologation, disons en termes plus modernes, de ces fameuses ordonnances royales, qui obligeaient les rois à se déplacer en justice. Et c'était des juges qui étaient entrés dans la franc-maçonnerie. Parlons d'une maçonnerie qui, à l'époque, était un lieu d'échange, qui n'était pas « j'y vais, comme ça, je fais des dossiers ». Là, à l'époque, on est encore de cette conception un peu aristocratique qui est restée à certains égards. À partir du moment qu'elle traverse la Révolution, elle arrive entre les mains je vais être synthétique, mais c'est important de comprendre ce cheminement. Parce que il faut faire la chronologie un peu. Sans mettre les pieds dans la racine de l'histoire de la France, on ne peut pas comprendre certaines choses, on ne peut pas saisir pourquoi. C'est vrai que les gens nous reprochent justement d'aller loin dans l'histoire. Mais c'est normal, il faut expliquer parce que souvent ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avant. Parce que ce qui s'est passé avant sont les conséquences d'aujourd'hui. Mais ce est déterminant parce que quand on pense à Napoléon, Napoléon souhaite mettre fin à la maçonnerie. Il sait que c'est un contre-pouvoir et je dirais même c'est un pouvoir. Et là, surtout pas, les conseillers lui disent ne faut surtout pas que tu élimines la maçonnerie parce que tu vas mourir. Et c'est pour ça on est en plein révolution du droit. Moi, je dors ça parce qu'effectivement, il comprend qu'il y a quelque chose qui va être totalement innovant, qui va être utilisé ensuite par les États-Unis et par les autres, c'est d'utiliser le droit comme un élément nouveau. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait quand des Grecs allaient à la conquête ou les Romains allaient à la conquête, ils amenaient le cornio, c'est-à-dire on frappait la monnaie. Tu avais le général et les 4 qui amenaient, on frappait la monnaie tout de suite. 2 minutes après, on n'avait plus le franc, on avait la monnaie romaine. Eh bien, lui, il ne part pas avec ça, il part avec le Code civil. Et il dit, j'ai besoin du droit, parce qu'avec le droit, je vais unir l'Empire. Parce qu'avec le Code civil, je vais imposer la loi qui va unifier, qui va me permettre d'utiliser ça comme une arme unificatrice dans ma vision. La notion de l'Empire, pas la notion d'État. Et c'est là qui est très intéressant. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Pour pouvoir englober la maçonnerie dans son jeu, il va confier la rédaction du Code civil. Et Cambacérès, surnommé à l'époque la mère Tourlutte, parce qu'il était très connu, on allait faire des tours dans les Vespasiens de Paris, eh bien, Cambacérès devient le trait d'union entre Napoléon et la franc-maçonnerie, et il va présider, et il va porter le projet de l'an 8 aux francs-maçons. Et c'est là que vous avez les 4 du droit écrit et du droit oral qui vont créer le Code civil. Et à partir de là, c'est une sorte de bénédiction. Bénédiction qui va être retenue. Pourquoi? Même si vous savez tous les opinions divergentes que l'on peut voir sur Napoléon, il n'en demeure pas moins que ce code civil napoléonien va traverser l'histoire et la franc-maçonnerie utilisera ce code civil comme étant une sorte de légende d'honneur, une sorte de validation historique de ces constructions. Et à partir de là, on comprend que
la démocratie, le peuple, tout ça, ça sert à rien. Le peuple il faut le diriger, il faut utiliser tous les moyens possibles pour le diriger, et notamment la technique de la peur. Je crois que nous avons ici un spécialiste il parle du chaos, mais le chaos, la théorie du chaos peut être beaucoup plus compliquée, mais la théorie de la peur, elle est partie intégrante du système. Et on le voit. Nous sommes en guerre pendant la phase Covid et nous sommes en guerre avec Zelensky et l'Ukraine. Donc on voit deux termes qui sont très forts, qui doivent créer la peur, qui sont utilisés de manière identique pour la peur. Et la maçonnerie a toujours fait peur, quelque part. Et ça, c'est très intéressant. C'est un fantasme. Bien sûr, le fait de garder cette sorte de vie secrète, les tenues secrètes, de travailler de cette manière-là, est une manière qui a forgé une forme de peur, d'une peur d'un contre-pouvoir, qui a fait peur aussi à celles et ceux qui devenaient des éléments désignés par le pouvoir. Et au fond, à partir du moment qu'on dit, au lieu de l'avoir contre, on a dit, il faut qu'on utilise ce cercle pour puiser et trouver des liens. Et c'est pour ça que je prends l'exemple le plus flagrant, Alain Bauer. Alain Bauer, qui est un personnage vraiment remarquable, d'une grande intelligence, qui était celui qui a travaillé sur la maçonnerie publique, celui qui a manifesté un tablier place du Trocadéro et avenue Kléber, à l'époque, quand les Français ont découvert, je veux dire, un grand maître de la Grande Loge. Et après, il devient vraiment le trognon. Quand on pense à la maçonnerie, c'est celle qui va écrire quand même le programme politique de Mitterrand. Donc pour toi, le premier cercle, c'est les loges, plutôt que les Attali, les Minc ou même le Colère, son secrétaire général. Alors, il n'y a pas... il ne faut pas penser qu'il y a des cercles, il y a des enchevêtrements. C'est-à-dire que c'est une théorie des ensembles dans lequel il y a des éléments qui se combinent. Après, on a besoin de forger. Quand on cherche des élites, on ne peut pas avoir des élites avec des cerveaux autonomes. Donc c'est pour cette raison qu'on forge des élites dans les écoles de la République, dans l'école de l'ENA, qui était volontairement, où tout le monde dit non. Quand on voit Macron qui dit je vais éliminer l'ENA, mais tout ça, ça me fait penser à Napoléon qui veut éliminer la franc-maçonnerie. On change de nom, mais on a compris qu'on ne peut pas le faire, etc. Donc pourquoi? Parce que c'est une nécessité impérieuse pour garder cette continuité. Et on le constate. On constate une chose, et ça c'est important dans la géopolitique profonde de le dire, le changement de comportement de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, qui ne sont pas exactement des gens qui viennent du sérail, tel que nous le connaissons, c'est-à-dire le cercle de pouvoir de l'ENA, de l'école de Sciences Po, etc. Parce que Marine Le Pen était à la fac d'Assas où j'étais, elle avait un an de plus que moi, on a partagé quelques matières ensemble, le régime matrimonial, droit des successions, etc. C'est une fille qui a fait les mêmes études, qui est devenue avocate, et que je n'ai rien à dire, mais elle ne fait pas partie. Mais aujourd'hui, elle doit montrer son allégeance au cercle. Montrer l'allégeance au cercle, c'est fini le Brexit, c'est fini la contestation de l'Europe. Bardella, ils ne sont pas anti-européens, ils sont européens. Et aujourd'hui, pour être adoubés, pour qu'ils puissent être des mandataires et acceptés par les cercles de pouvoir, il faut qu'ils donnent leur allégeance. Alors ça veut dire que si elle ne fait pas d'allégeance, elle ne gagnera pas. Elle ne gagnera jamais parce que Mme Mélanie, je vous fais remarquer, c'est pas... Alors, quand on dit Mme Mélanie, dès qu'elle a été élue, elle a trahi. Mais pas du tout. Mme Mélanie, elle a utilisé un langage qui était un langage qui devait permettre effectivement de voir une sorte de validation, mais elle n'a pas changé le jour qu'elle est devenue présidente du Conseil d'Italie. Elle avait déjà changé parce que son allégeance, elle était déjà acquise, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain, et son allégeance était acquise tant à l'Europe. Et puis il y a un élément essentiel, chers amis. Moi, je ne suis pas un économiste, il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Moi, je suis plutôt juriste, et il n'en demande pas moins qu'eux. On parlait tout à l'heure del conio, frapper la monnaie. Quand vous ne frappez plus la monnaie, vous n'avez plus le pouvoir. Donc automatiquement, on n'a que des mandataires. Parce que vous êtes, et vous avez un pouvoir quand vous avez 3 éléments, vous avez un État, vous avez des frontières, et vous frappez votre monnaie. Quand vous ne frappez plus votre monnaie, vous n'êtes plus rien parce qu'effectivement, vous dépendez des autres. Je rappellerai tout simplement comment une phrase de Mario Draghi a sauvé d'une crise européenne en disant « Quoi qu'il en coûte, nous ne lâcherons pas l'Europe » et du jour au lendemain, les marchés boursiers
C'était les mots du patron de la BCE de C'était lui le l'époque. premier qui a dit quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ces phrases-là. C'est pour ça que je cite des éléments comme ça pour faire comprendre qu'on n'est plus du tout, c'est pas le mouvement du peuple aujourd'hui. Les gens pensent que le peuple va descendre dans la rue avec des fourches et tout ça. Mais pas du tout. Le peuple, aujourd'hui, le peuple, on lui a donné assez. Et, je rappellerai, Mitterrand, quand il arrive au pouvoir, c'est un programme politique signé et validé par les francs-maçons. Il ne faut pas l'oublier. Ça a été écrit, le congrès d'Épinay, c'est les mots, le discours a été écrit par les francs-maçons et par le Grand Orient, soyons bien clairs. Et déjà à l'époque, le jeune Alain Bauer est un jeune très intelligent. Il a participé activement, je connais d'autres personnes qui ont participé, font partie de ce qu'on appelle du grand chapitre, qui est la partie la plus occulte de la franc-maçonnerie. Mais ce qui est très important, c'est que la politique, la fameuse politique dans laquelle on synthétise la gauche et la droite, c'est-à-dire celle que Rawls, en 1914, fait vend aux États-Unis, va être adoptée. Et la fameuse règle, donner une maison à tous les peuples, à tous les gens du peuple, et vous n'aurez plus de révolution. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons un homme qui remonte de gauche, qui arrive au pouvoir. La première chose, c'est ouverture du crédit. Et comme par hasard, on avait fait la loi sur le surendettement des particuliers en 1989, il ne faut pas l'oublier. D'accord? En 89, on avait cette loi qui est, après qu'en 81, on a ouvert toutes les vannes du crédit. Par les ventes du crédit, on a permis aux gens de s'endetter, et ensuite, après, endette-toi, achète du mobilier, achète des maisons. Mais parce que comme ça, on n'aura plus de révolution. Aujourd'hui, qui est celui du peuple qui va descendre dans la rue? Mais parce que, allez, 60% des Français ont une maison, vous avez 3 millions, 4 millions de chômeurs avec des indemnités suffisamment importantes pour pouvoir continuer, même si on tente de serrer, etc. Il n'en demande pas moins que la France est le premier pays indemnitaire à ce niveau-là. Donc, vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous avez vu des gens qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas travaillé pendant la crise sanitaire, qui étaient des saisonniers? Non, on a donné juste pour ne pas tomber, on a donné 800 €, mais avec un certain système qui a permis... Oui, mais pourtant, avec ce fameux Great Reset de notre ami Klaus Schwab, eux, leur objectif, c'est de reprendre ces maisons. Non, non, non. Alors là, justement, je pense qu'on en fait... Je suis beaucoup plus nuancé. Attention, aujourd'hui, on est quand même dans un système capitalistique où le nombre de personnes qui ont du pouvoir d'achat et de l'argent pour acheter est utile pour que les grandes firmes et les grands big du monde puissent continuer à gagner beaucoup d'argent. On gagne beaucoup d'argent quand on est dans un système de multiplication malthusienne du peuple, des gens qui arrivent, qui ont besoin d'acheter, qui ont besoin... Aujourd'hui, on le voit déjà. On voit déjà qu'on est sur une situation de saturation, donc on est obligé d'inventer des réformes économiques. Si vous enlevez toutes les réformes en matière des maisons, pourquoi? Parce que c'est une activité qu'on ne peut pas exporter. Donc faire des réformes en disant il faut faire diagnostic, et maintenant il faut faire, et la protection, et puis la sécurité, et puis le super diagnostic énergétique, des conneries, parce qu'on a des conneries monumentales, parce que nos aïeuls construisaient des maisons qui étaient très très bien. Mais aujourd'hui, nos maisons, ce n'est pas soit thermique, c'est de la merde, parce que effectivement, le CO2, si tu pètes chez toi dans ta chambre, tu mets en péril le climat, des conneries monumentales, et les gens gobent tout ça. Parce qu'à force de travailler dans cette approche, qui est une approche toujours craintive, parce qu'en réalité, quand on parle de la sécurité, on parle de la santé, c'est que dans la peur, vous allez mourir, mais vous allez réunir votre vie, on va mourir de ceci. Donc en permanence, on est dans cette dimension-là. Et en réalité, quand vous avez cette dimension-là, et regardez, le message dystopique permanent que nous avons eu, on ne s'en était pas aperçu. Jusqu'à la crise sanitaire, on n'en parlait pas beaucoup de ça. Parce qu'en réalité, on avait quelque chose qui était, je dirais, beaucoup plus surnois. Mais avec la crise sanitaire, on a tenté le coup. On a tenté le coup parce que c'était un manque d'essai. Quand on lit le livre de Schwab, on comprend mieux. Quand on parle de grand reset, c'est pas on va tout enlever, on va tout vous bousiller. Ça c'est une étape qui est encore, je dirais, très loin. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Parce qu'en plus, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, l'opération coup de poing qui avait été envisagée lors de la crise sanitaire n'a pas abouti. Notamment en France. Les fameux Gaulois réfractaires d'Alésia de 52 avant Jésus-Christ. C'est quand même un échec. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec parce qu'il y a quand même, j'invente rien, 16 millions de personnes qui n'ont pas donné leur corps à la science. Bien sûr. Plus de quelques millions de ceux qui n'ont pas donné, mais qui l'ont donné faussement. Donc ça fait que l'échec est là. Et cet échec est cuisant.
Parce que les informations qui me sont parvenues, c'était qu'on tapait sur le table et on disait que les choses n'allaient pas bien et qu'il fallait continuer. Il fallait que les campagnes soient mises en œuvre. Mais ça n'aboutissait pas parce qu'il y a eu un travail énorme. Au fond, ces Français que l'on disait totalement soumis et pliés, faux. Nous sommes en France, je dis nous parce que je suis toujours italien, malheureusement ou heureusement, mais je suis en France et j'ai épousé cette culture depuis 38 ans. Et aujourd'hui, effectivement, ce que je peux dire, c'est que le seul peuple en Europe qui a eu le courage de se battre, de descendre tous les samedis. Et tous les samedis, c'était 250 000 personnes, parce qu'on a parlé de la marche la dernière, ça fait rigoler. Nous, on étions tous les samedis 250 000. Moi, j'en ai fait à Paris, j'en ai fait à Poitiers, j'en ai fait à Bordeaux, j'étais partout. C'était phénoménal. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Donc, le Gaulois réfractaire, ou le Gaulois que Vercingétorix représente par sa résistance à Rome, il a fallu lui couper la gorge au bout de 3 ans, parce que le casse-couille tenait la route. Il se battait pour rester en vie et dire aux Romains, voyez qui est un Gaulois. Eh bien, ce Gaulois existe. Et ce Gaulois, nous travaillons, toi, moi, vous, pour qu'il persiste. Parce que la liberté est avant tout, je le disais hier soir, un État que l'on a ici. Il faut rappeler aussi que tu es président de Réaction 19, une association qui a plus de membres que l'ensemble des partis politiques. C'est même pas rien, quoi. Oui. Absolument. Et c'est assez phénoménal parce que, naturellement, quand je commençais... Alors, j'ai créé l'association dans mon salon et c'était un outil parce que je savais qu'il y avait des limites déontologiques dans la parole. Et c'était le moyen pour pouvoir parler. Je fais une assoce comme ça parce qu'en tant qu'avocat... on a des limites. Nous sommes des auxiliaires de justice, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour cette raison que je disais hier que je remercie mon barreau, parce qu'au fond, même si des fois je pense avoir été très loin dans mon langage, sincèrement, où j'étais pardonné, ou peut-être je ne suis pas assez dangereux, ben peu importe. On ne m'a pas trop enquiquiné, mais parce qu'au fond, j'ai toujours utilisé le droit comme une clé de lecture. Je ne me suis pas mis à insulter les gens ou à promouvoir une quelconque révolution avec des armes, mais surtout d'utiliser le droit. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que le droit est devenu une arme fatale. C'est ce qui est drôle, parce que la différence, ce que les gens confondent, c'est le droit et la loi. La loi, alors bien sûr, les législateurs, les pouvoirs disent « Ah mais c'est le pouvoir à la loi ». Attention, mais la loi peut être aussi injuste. Antigone n'aurait pas existé si un jour on n'avait pas découvert les droits naturels, qu'il existe un droit supérieur à ces lois de la terre, ces lois terriennes, et on le sait, et aujourd'hui on connaît, parce qu'aujourd'hui, depuis les lois liberticides que nous connaissons depuis 20 ans, on sait que beaucoup sont des lois injustes. Totalement justes, parce qu'elles sont même illégitimes à certains égards. Mais malheureusement, quand on parle du rôle du contrôle du droit par le Conseil constitutionnel, malheureusement, c'est un leurre aujourd'hui. Ah, ça c'est sûr. Parce que c'est pas des juristes aussi, il faut pas l'oublier. Ce sont des hommes et femmes politiques. Oui, le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que quand je parlais de réforme, il y a des réformes quand on pense à la Cour d'assises. Tiens, la première réforme, justement. La première réforme, ça serait de glisser du peuple dans les différentes institutions, mais on ne veut pas le faire. La Cour d'assises statue sur des crimes qui sont gravissimes. Il y a 9 jurés. Et il faut dire, vous demandez à Dupond-Moretti, il ne va pas se plaindre dans la Cour d'assises. On l'appelait Acquittator, il a réussi des magnifiques procès devant la Cour d'assises, où il y a 9 jurés, 9 personnes du peuple français tirées au sort et qui vont statuer sur des crimes gravissimes. Alors quand on a le peuple qui peut statuer sur des crimes gravissimes, décider des peines, et Dieu sait qu'il y a peu d'erreurs judiciaires. Je vous assure, en matière de cour d'assises, il y en a eu très peu. Les erreurs, et je dirais même que la cour d'assises parfois a permis d'éviter des erreurs. Parce que quand on prend l'affaire Dutronc, il était erreur judiciaire dans le cadre de l'enquête, et c'est parce que la cour d'assises a permis de décanter tout que l'erreur commise par ce procureur concernant les poursuites s'est révélée. Et ça, c'est très important pour faire comprendre que si le peuple peut statuer, pour quelle raison le peuple ne pourrait pas statuer dans le Conseil constitutionnel? Pourquoi le peuple ne pourrait pas statuer dans une sorte de Conseil d'État réformé avec des vrais juges? Pourquoi le peuple ne pourrait pas participer à toutes les autorités administratives indépendantes qui sont en gadget? C'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires qui sont nommés, qui étaient d'avant dans certains ministères, qui vont devenir dans les autorités. Effectivement, au fond, l'ARCOM. Mais qu'est-ce que fait l'ARCOM? Qu'est-ce qu'il fait le Conseil de la concurrence? Quand on fait une amende, on l'a fait parce qu'effectivement, on veut régler les comptes quelque part à quelqu'un. Mais tout ceci n'est pas conforme à une démocratie populaire, républicaine. Tout ceci n'a plus rien à voir avec ce système. C'est un système totalement hybride, comme celui qui a été créé en Europe, dans lequel on ne veut pas
qu'il y ait de la démocratie, mais on veut des élites qui gèrent. Et regardez l'exemple européen. L'exemple européen est une évidence. Aujourd'hui, quand vous avez le président de la République en France, et j'achèverai sur ça, l'attestation qu'il est mandataire. Quand vous avez les crises connues par ce président, crise des Gilets jaunes, etc., la crise agricole et des crises, on en a connu. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire des chèques. Vous n'avez aucune réforme, si ce n'est une réforme qui ne devait pas être faite et qui est une réformette rikiki, la réforme des retraites, parce qu'elle est rikiki, elle a coûté une fortune et ne servira strictement à rien, parce qu'il aurait fallu réformer autrement, eh bien, il ne peut faire de chèque. Et le reste, il doit se tourner à Bruxelles pour aller prendre des cours législatifs. Par qui? Par des personnes qui ne sont pas élues et qui sont des mandataires. Mais Mme von der Leyen était la trésorière de Davos jusqu'en 2019, comme par hasard. Elle connaît tous les secrets des petites élites de ceux. Et n'oublions pas une phrase très forte de M. Schwab. Il a dit, dans tous les gouvernements du monde, il y a un représentant, quelqu'un qui fait partie. Merci à toi, cher Carlo. On va passer au grand débat avec tous les intervenants. Merci à vous, vous êtes déjà 3200 personnes sur le chat. Merci à vous. Allez, les petites annonces. On a fait de la route grâce à vous. Merci, on va continuer. Ensemble, on va lutter contre le pouvoir profond. Comment? Grâce à vos dons et notre travail. Au-delà de la réinformation, c'est notre engagement. Rendez-vous sous la vidéo pour nous soutenir.